La toute nouvelle génération de processeurs Intel entrée de gamme vient à peine de sortir et elle commence à équiper les tout premiers mini PC. Elle s'annonce comme étant un excellent rapport qualité-prix, notamment par rapport à la précédente génération. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, je vous spoil quelques secondes de la vidéo, regardez la différence entre la précédente génération et la nouvelle. Et il y a fort à parier que ce mini PC envoie du lourd en rapport prix-performance. Je vous ai mis le lien directement dans la description pour aller voir combien il coûte à l'heure actuelle. Bienvenue sur AliExpress pour le test du Beelink EQ12. Vous me pardonnerez le mélange français-anglais un peu hasardeux, on est effectivement sur un mini PC de 11 cm de profondeur, 12 cm de côté et un peu moins de 4 cm de haut. En face avant, outre le bouton d'allumage et la sortie casque, vous retrouvez deux ports USB 3.2 Gen 2. On en retrouve d'ailleurs un autre sur la partie arrière. Vous allez pouvoir brancher jusqu'à 3 écrans sur cet ordinateur, avec ici un port USB-C 3.2 Gen 2, deux ports HDMI pouvant envoyer de la 4K à 60 Hz. Et de manière très étonnante, pour ne pas dire inédite, vous avez deux ports Ethernet envoyant du 2,5 gigabits par seconde. Ce n'est clairement pas ce que j'appelle de la connectique entrée de gamme, même si le top du top aurait été avoir de l'USB 4 à l'intérieur. Au niveau du Wi-Fi, il y a le Wi-Fi 6 maintenant implémenté à l'intérieur de l'ordinateur et le Bluetooth 5.2. Deux configs disponibles, une version avec 16 Go de RAM, une version avec 8 Go de RAM. Toutes les versions intègrent 500 Go de stockage. On a bien sûr une dissipation thermique active, ça signifie qu'il y a un ventilateur à l'intérieur de l'ordinateur. Vous aurez aussi la possibilité d'étendre le stockage grâce à la baie 2,5 pouces qui se trouve à l'intérieur en SATA 3. On retrouve évidemment le fameux processeur Intel L100 génération Alder Lake sur lequel on va revenir longuement à l'intérieur de cette vidéo. Vous connaissez la partie technique, c'est parti pour le... Pour la partie branchement, ça va être on ne peut plus classique. J'ai branché clavier souris et je vais relier l'ordinateur à un écran 4K en HDMI. La gestion de la 4K étant absolument essentielle sur ce type d'ordinateur. Là, on va faire le test d'allumage. Normalement, pour arriver sur le bureau Windows, il faut à peu près 10-12 secondes à ce type d'ordinateur, sachant que l'écran, lui, met plus de temps à s'allumer que ça. Comme vous pouvez le voir, l'écran est encore noir. L'ordinateur est probablement déjà sur le bureau de Windows, alors que lui ne s'est pas allumé. Mais on est autour d'une douzaine de secondes. Bah, regardez, voilà, ça y est, c'est déjà affiché, c'est écrit ici. Je suis en Full HD en 4K 60 Hz. D'ailleurs, sauf exception, absolument tous les tests que vous verrez aujourd'hui seront réalisés dans la définition 4K. Première chose qu'on va aller vérifier ensemble, vérifier si Windows a été activé. Donc vous tapez activation, voilà, vous avez paramètres d'activation. Et normalement, il devrait y avoir une licence numérique qui a été utilisée. Vous pouvez le voir en cliquant juste ici. Voilà, Windows a été activé à l'aide d'une licence numérique. Et c'est bel et bien Windows 11 que vous allez retrouver à l'intérieur de cet ordinateur. Vous n'aurez pas besoin de l'installer vous-même. Par contre, moi, j'ai installé toute une suite logicielle complémentaire pour pouvoir le tester, le pousser un petit peu dans ses retranchements. Et vous allez voir qu'en matière d'ouverture d'application, ça va très vite. C'est un ordinateur qui est certes considéré entrée de gamme de par son processeur, mais qui ne démérite pas dans bon nombre de domaines. Et on va commencer par faire des petits tests de vidéo. Donc je vais aller sur YouTube. J'ai lancé une vidéo diffusée en 4K, vous voyez c'est écrit juste ici. Et on va aller regarder la transpiration du processeur, donc dans le gestionnaire de tâches. Vous pouvez voir quelle est l'énergie requise par la lecture d'une vidéo en 4K pour l'ordinateur. Pour l'instant, le processeur est utilisé à hauteur de 50%, 76% pour le GPU, c'est-à-dire la partie graphique. Il est aussi probable que d'autres processus utilisent l'ordinateur à cet instant précis. Il devrait consommer un petit peu moins normalement. Et voilà, ça y est, la consommation processeur s'est stabilisée, elle est autour de 37%, comme vous pouvez le voir. C'est pas les vidéos 4K qui vont le faire transpirer, en tout cas pas en provenance de YouTube. Ça va être exactement la même chose pour Netflix, quel que soit l'abonnement que vous avez. Si vous avez un abonnement Full HD ou un abonnement 4K, l'ordinateur sera parfaitement en mesure de lire et de décoder les différents flux que vous essaierez de lui faire avaler. Après, ça dépend bien sûr de toutes les tâches qui sont en toile de fond. Si vous avez une mise à jour de Windows en même temps, l'ordinateur transpirera plus. Mais j'ai été étonné de constater lorsque j'ai fait l'installation de l'ordinateur qu'il était quand même en mesure de faire pas mal de tâches en même temps, même lorsque le processeur est exploité à 100%. C'est d'ailleurs la première fois que je constate ça sur un ordinateur entrée de gamme avec un processeur signé Intel en règle générale. Lorsque le processeur est utilisé à 100%, on est un goulot d'étranglement, ce qui est relativement logique. Et ici, je conservais malgré tout une certaine amplitude d'action, capacité à aller sur Internet, même si l'ordinateur a été extrêmement sollicité. Moi qui suis quand même assez nerveux du clic assez rapide, pour le coup, j'ai pas été déçu, j'ai même été agréablement surpris. Et voilà, à cet instant, Netflix utilise le processeur à hauteur de 25% et idem pour le GPU. Plus difficile maintenant, alors je peux pas vous montrer grand chose niveau image, mais la lecture d'un fichier 4K, 10 bits encodé en H265 encapsulé dans du MKV, fichier de 55 Go qui transite exclusivement par le réseau Wi-Fi 6. Ça marche de manière impeccablement fluide comme vous pouvez le voir ou percevoir. Alors là, on vire carrément à l'utopique, un fichier 8K. J'ai aucune idée si ça va fonctionner en règle générale. Mes ordinateurs aiment pas trop la 8K, ça consomme énormément de ressources.
Là, visiblement, on a quand même un certain niveau de fluidité. Je vais avancer en rapide. Ouais, ça va être un peu compliqué d'obtenir le niveau de performance, le niveau d'image par seconde suffisant à mon avis pour obtenir quelque chose de fluide. Mais ça valait le coup d'essayer. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur ce diagramme, la 8K consomme à 100% les ressources processeurs. Bon, j'ai fait le test 8K sous forme de blague, mais l'objectif c'est surtout de vous dire que quel que soit le type de vidéo que vous allez faire avaler à cet ordinateur, il sera parfaitement en mesure de les décoder. C'était le cas aussi sur les précédentes générations Intel. C'est pas là-dessus qu'on va véritablement les challenger, c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne. Il en sera d'ailleurs de même pour la suite Office, Excel, PowerPoint, etc. Fonctionne sans aucun problème sur cet ordinateur, sachant que si vous êtes un gros consommateur d'Excel, je vous recommande plutôt la version 16 Go de RAM pour être un peu plus à l'aise à gérer, on va dire, de gros tableurs. Tous vos logiciels habituels fonctionneront impeccablement bien. Moi, j'aime bien utiliser GIMP, c'est un logiciel gratuit de retouche d'images. Là, on va se faire un test vite fait de téléchargement, juste pour voir à quelle vitesse je suis en train de télécharger. J'aurais aimé avoir le nombre de mégaoctets par seconde. Alors, si c'est là. 17 mégaoctets par seconde. Alors peut-être que le serveur n'est pas particulièrement optimal. On va se refaire un test dans la foulée. Et ben voilà, on va aller sur Steam et se faire un petit test de téléchargement. Je vais télécharger 3D Mark. Et on va essayer de voir à quelle vitesse je peux grimper. C'est tellement rapide que j'ai à peine le temps de vérifier la vitesse de chargement. On était à 40 mégaoctets par seconde et le logiciel est déjà téléchargé. J'ai refait un test sur un autre téléchargement et j'obtiens un plafond à 30 mégaoctets par seconde, à peu près 200 mégabits, sachant que ma connexion fibre peut monter bien au-delà. Je suis assez étonné, je refasse des tests. Ouais, c'est étonnant, sous Windows, j'ai une limite de connexion à 600 mégabits par seconde, alors que j'ai des routeurs Wi-Fi 6, dans 2 cas de figure, d'ailleurs, que j'ai testé, et j'ai une connexion de 2,5 gigabits. Revenons-en à la partie performance informatique. Vous allez donc pouvoir utiliser énormément de logiciels avec cet ordinateur, des logiciels gourmands, comme par exemple de la retouche d'image. Alors là, encore une fois, je vous ai pris GIMP, parce que c'est un logiciel gratuit et que du coup, j'ai pas Photoshop sous la main de disponible, mais ça fonctionnera aussi très bien avec Photoshop. On n'a pas une carte graphique dédiée qui améliorerait l'aisance, on va dire, dans l'utilisation de certaines fonctionnalités, mais au global, vous devriez vous y retrouver. Passons cette fois à un logiciel beaucoup plus gourmand. Cette fois-ci, on est sur de l'édition vidéo en 5,7K. Ça consomme énormément de ressources et je vais pas avoir une fluidité parfaite, mais ça commence à se rapprocher de ce que j'ai pu tester sur des ordinateurs contenant des processeurs Intel de 10e génération, des processeurs U. On est à peu près sur le même nombre d'images par seconde, la même exploitation. C'est assez étonnant, encore une fois, on est sur un processeur entrée de gamme. La Gen 10 d'Intel, on va la retrouver en ce moment à beaucoup plus cher. Donc vous allez pouvoir faire du montage vidéo. Alors là, c'est de la 5,7K, forcément, c'est costaud. C'est au moment de la compression, où effectivement, par rapport à un ordinateur beaucoup plus performant, vous allez ressentir une certaine différence, une amélioration de la productivité. Si vous dépensez forcément 1000, 2000 euros dans votre ordinateur, vous n'aurez pas les mêmes temps d'exploitation, les mêmes temps de compression. Là, on est plus sur de l'utilisation occasionnelle. De manière générale, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez pouvoir installer à peu près tout ce que vous voulez sur cet ordinateur. C'est au niveau productivité que vous allez vous y retrouver ou non. En tout cas, en rapport prix-performance, vous allez pouvoir utiliser la suite Office sans aucun problème, qui n'est pas inclus encore une fois en matière de licence à l'intérieur de l'ordinateur, mais l'exploitation ne pose absolument aucun souci. Faire de la retouche photo, il y a énormément de choses qui vous seront accessibles, mais si on rentre dans des logiciels qui, par exemple, fonctionnent de pair avec des cartes graphiques dédiées qui nécessitent énormément de puissance pour tourner, comme ça va être le cas par exemple du montage vidéo, de certains logiciels 3D évidemment, où là on est dans des trucs extrêmement spécifiques, c'est pas l'ordinateur qu'il vous faut évidemment. Je vous le dis presque à chaque vidéo, mais un ordinateur ne tire pas ses ressources uniquement du processeur, c'est une combinaison entre plusieurs facteurs, et notamment la présence d'un disque dur, en tout cas d'un SSD NVMe à l'intérieur, de 475 Go disponibles, 512 officiellement, qui va permettre aux applications de se charger rapidement. Je vais vous montrer les résultats obtenus. Alors là, je viens de lancer le benchmark, mais je l'avais lancé juste avant et je vais le lancer en même temps. Voilà, on va ouvrir. Et comme vous pouvez le voir, j'ai obtenu un résultat à 870 mégabits par seconde. Mégabytes par seconde en lecture et en écriture. On est donc toujours sur de l'entrée de gamme, mais le meilleur entrée de gamme disponible à l'heure actuelle sur le marché. L'ancienne génération plafonnait autour de 500 mégabytes par seconde. Là, on est passé à 800. Il y a véritablement une progression dans l'univers de l'entrée de gamme. Pour rappel, un disque dur conventionnel, c'est autour de 100 par seconde. Là, on est sur du 800. Le top du top disponible aujourd'hui sur le marché doit être autour de 8000. Et comme je vous le dis fréquemment, quasiment à chaque vidéo, n'achetez plus jamais un ordinateur qui ne soit pas équipé d'un SSD. C'est ça qui fait que les applications se lancent rapidement. Ça est bien sûr une combinaison avec la RAM. Il y a un préchargement qui est parfois effectué. Mais avoir un SSD dans l'ordinateur, ça change absolument tout. Là, on va s'amuser à tester un petit jeu vidéo. Je vous le précise, à chaque vidéo, il n'est pas question de se méprendre sur cet ordinateur. C'est pas un ordinateur dédié gaming, on n'a pas de carte graphique dédiée
À l'intérieur, on a un iGPU, mais qui a bien cru en matière de performance par rapport aux précédentes générations. Et vous pouvez le voir, il est capable de faire tourner Counter-Strike Go en Full HD de manière relativement fluide. Alors j'ai baissé les paramètres graphiques au minimum, j'ai enlevé l'anti-aliasing, évidemment, on va dire les amateurs de jeux vidéo comprendront ce que j'ai fait, et j'obtiens quand même un très bon niveau d'image par seconde pour pouvoir jouer correctement à ce jeu, qui n'est pas le plus récent, mais qui montre quand même les évolutions qu'on peut avoir par rapport aux précédentes générations, où c'était franchement très juste sur la précédente. En tout cas, on était moins à l'aise qu'ici, et infaisable sur 2 générations avant. La partie jeux vidéo, c'était véritablement pour le fun, je vous le redis, à chaque fois, on n'est pas dans des ordinateurs de gaming. L'objectif, c'est de pouvoir les comparer entre eux, de vérifier un peu quelles sont leurs évolutions, et effectivement, évolution, il y en a, pouvoir faire tourner Counter-Strike Go, c'est déjà pas mal. Revenons-en au site que je vous ai montré en début de vidéo, donc c'est une comparaison entre les processeurs ancienne génération, le 5100 que vous avez à droite et la nouvelle génération 5000 N100 pardon, que vous avez ici à gauche. On est toujours sur à peu près, on va pas dire la même architecture, mais le même nombre de cœurs, même nombre de threads. On a une fréquence qui a été surélevée par rapport à la précédente génération. On était à 2,8, on est passé à 3,4 GHz. Peu de changements notables sinon, notamment sur la partie graphique, avec même une baisse d'ailleurs de la fréquence pour la partie iGPU assez étonnante, et pas de shader supplémentaire. Donc pour le coup, au niveau iGPU, on va peut-être avoir une légère baisse de perf. Vous voyez que maintenant, on a le codec AV1 qui est décodé en natif par le processeur. C'est un codec qui va être utilisé, il me semble, sur YouTube, facilitant la lecture, on va dire, de contenu en 4K et on va dire pas mal compressé. La DDR5 est maintenant gérée par la nouvelle génération du processeur et c'est exactement ce qu'on va retrouver à l'intérieur de cet ordinateur, de la DDR5, là où on avait de la DDR4 sur la précédente génération. Et donc des performances pour la nouvelle génération N100 largement supérieures en single core. On va dire que c'est la performance brute de l'ordinateur, un doublement par rapport à la précédente génération, assez impressionnant. Et puisqu'on a le même nombre de cœurs dans les deux ordinateurs, on va retrouver la même typologie de résultats en multicore. On va regarder d'autres benches, là on a Cinebench, on va retrouver à peu près le même type d'écart, grosso modo 1x2 en single en multicore. Après, tous les benches n'ont pas encore été réalisés. Et c'est sur la partie graphique, effectivement, qu'on peut constater un étonnement avec un recul, une division par deux, qui est très étonnant parce que je ne l'ai pas ressenti particulièrement au niveau du jeu vidéo, au niveau de Counter-Strike Go. J'ai d'ailleurs réalisé mon propre benchmark avec PC Mark 10, et voici les résultats que j'ai pu obtenir. On est sur un résultat un tiers supérieur, on est sur 2000 points avec l'ancienne génération, on est sur 3000 ici, et ça se ressent à peu près dans tous les niveaux qui sont testés. Les essentiels, voilà, l'allumage de Windows, le streaming vidéo, la navigation sur Internet, l'ordinateur est parfaitement à l'aise, ça se voit par rapport à son scoring. Au niveau productivité, idem, on est dans du bon niveau, comme vous pouvez le voir ici, 4000 points, ça permet de faire de Office, etc. sans aucun problème. Création de contenu digital, c'est ce qu'il y a de plus difficile, on va être dans l'édition vidéo, la retouche photo, et là, c'est effectivement moins sa tasse de thé, c'est une typologie de résultats assez classique. Et on voit que dans leur segmentation, Intel est assez malin, et ils ont effectivement bien accru la puissance processeur sur cet ordinateur, et ils l'ont sensiblement décru, effectivement, sur la partie graphique, qui n'est pas essentielle, encore une fois, on est un iGPU, c'est complémentaire du CPU, mais on a un niveau de puissance suffisant pour faire tourner toutes les applications que vous pouvez vouloir faire, pour faire du streaming, pour aller sur Internet, un ordinateur qui a un véritable boost avec un prix extrêmement contenu. Mais admettons que vous ayez besoin d'un boost supplémentaire sur la partie iGPU, y compris CPU d'ailleurs, il existe une autre version de ce processeur qui s'appelle N305, là on s'appelle N100 sur la version que j'ai testée aujourd'hui, qui vous coûtera 100 € de plus. Elle est disponible aussi chez Beelink. Vous avez les liens vers les deux types d'ordinateurs comme d'habitude à l'intérieur de la description. Et là, effectivement, vous aurez à la fois plus du double en matière de performance graphique et encore le double rajouté sur la partie CPU. Comme quoi, ils sont assez malins, ils essaient de créer une espèce de segmentation plutôt cool qui permet finalement d'obtenir des ordinateurs disponible pour toutes les bourses. Là, vous avez donc la version, on va dire, la moins performante, mais dans la nouvelle génération, encore une fois, avec 2 fois plus de perf par rapport à la précédente génération de chez Beelink, qui s'appelait Mini S, que j'avais testé d'ailleurs, qui ne démérite pas. Un processeur ne démode pas forcément un autre, mais il faut avouer que dans ces versions entrée de gamme, le gap de performance est quand même très élevé. En règle générale, quand on passe par exemple d'une 12e génération Intel à une 13e, on a un gap de performance d'environ 15%. Là, on a une multiplication par 2, d'où mon intérêt très prononcé pour ce genre d'ordinateur. Voilà ce que je pouvais vous en dire. À vous de faire votre choix. En tout cas, Beelink est une des premières marques à proposer cette nouvelle génération de processeurs Intel et ils ont globalement bien fait leur taf. Faut encore que j'élucide le mystère de la vitesse de connexion. Pourquoi j'ai une limite à l'intérieur de Windows. J'imagine que ça doit pouvoir se paramétrer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas
pas à la liker. Vous avez donc le lien pour voir le tarif des 2 ordinateurs directement dans la description comme d'habitude. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo si vous connaissez quelqu'un qui recherche ce type de mini PC. Ça peut l'intéresser probablement, et puis moi ça me fait de la pub en même temps. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser dans les commentaires de la vidéo. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!